Alors Joël de Luzy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours? Alors, Joël de Luzy, Walravens. J'ai un parcours professionnel qui a commencé en Belgique avec une formation en ressources humaines, et puis j'ai travaillé pendant 4 ans en Belgique avant d'arriver en France. Je suis arrivée en France en 2002 à Paris. Et à Paris, j'ai eu une activité d'ingénieur commercial dans le monde de l'informatique, plus particulièrement dans le métier du conseil et du service, jusque 2005. 2005, je suis arrivée à Lyon, et à Lyon, j'ai commencé à faire du recrutement en cabinet, où là, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux qui sont LinkedIn et Viadeo pour pouvoir trouver des profils, puisque le recrutement, je l'ai fait toujours dans le domaine de l'informatique. Et après, j'ai décidé de me mettre à mon compte en 2008, et où là, j'ai donc pris une fonction de chasseur de tête. Et puis en parallèle, mars 2013, j'ai décidé de bifurquer au niveau professionnel, et donc d'utiliser des outils que j'utilisais complètement en toute autonomie depuis maintenant un bon moment, qui étaient LinkedIn et Viadeo, puisque je me suis dit, ça fait 11 ans que je suis dans l'informatique. Est-ce que j'y reste? Parce que je connaissais très très bien effectivement tous les mécanismes de recrutement, et quelque part la difficulté de se réorienter une fois qu'on fait 20 ou 30 ans dans une entreprise, ou en tout cas dans le même segment d'activité, c'est difficile d'en sortir. Donc là, j'ai dit, effectivement, les outils informatiques que j'utilise, en l'occurrence les réseaux sociaux, m'aident et m'apportent beaucoup de choses. Et effectivement, sur la partie recrutement, on peut en faire quelque chose, mais on peut aussi les utiliser en développement d'entreprise. Et je voyais effectivement, côté États-Unis et Canada, que c'était des outils qui rapportaient et qui étaient profitables pour les entreprises. Donc là, j'ai dit, je vais commencer à apprendre aux entreprises à utiliser ces outils pour effectivement développer leur activité. Et j'interviens effectivement aussi sur la partie école, où j'apprends aux futurs diplômés à utiliser ces outils pour trouver un stage ou un emploi et construire leur carrière. Les candidats qui sont déjà présents, quels conseils auriez-vous pour qu'ils puissent se démarquer dans leur recherche d'emploi et par rapport aux recruteurs? Donc déjà, la première chose, c'est de soigner son image. C'est essentiel, on est dans un monde d'image, on le voit, l'image et l'aspect extérieur est très important. Donc on va bien entendu parler de l'image, on va dire visuelle, photo. Donc j'en vois avec malheureusement des photos qui ne sont pas forcément appropriées. Donc pensez, quand on va sur des réseaux sociaux professionnels, à avoir une image professionnelle. Ici, vous voyez, on fait une interview, je ne suis pas en maillot de bain. Donc là, attention à la perception que la personne peut avoir en consultant votre profil uniquement sur base de votre photo. Ça, c'est essentiel. Le deuxième point, au-delà de l'image, c'est de soigner son contenu. Donc c'est veiller à mettre un titre qui soit suffisamment explicatif et clair pour qu'on sache qui vous êtes. Mettre étudiant ou futur diplômé, c'est une information intéressante, mais ça ne permet pas aux recruteurs de dire, tiens, cette personne-là, j'ai envie de la contacter. Donc si vous ne mettez pas un titre qui donne une information et qui permet d'avoir une réponse à une question, puisque le recruteur, quand il va aller sur ces réseaux-là, il va chercher un profil en particulier. Donc si au niveau du titre, il ne trouve pas la réponse à sa question, effectivement, il risque de passer au suivant. Donc le titre est important, et après, c'est dans le résumé et le parcours professionnel de donner de l'information qui va permettre au recruteur de donner envie de vous contacter. Ça, c'est vraiment important, c'est d'être présent de façon professionnelle et veiller en dernier point à ce qu'on appelle son identité numérique et sa e-réputation. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait sur Internet et sur les réseaux sociaux, il faut savoir que ça laisse une trace. Et de ce fait-là, effectivement, il est essentiel de faire attention à sa notoriété. Donc en ce qui me concerne, si je prends un exemple, même si je suis présente sur Facebook, je ne publie aucune photo ayant trait à ma vie privée qui soit sujet à interprétation. Donc il n'y a pas de photo de moi quand je prends un barbecue, je fais un barbecue avec des amis, ou en train que tout le monde peut boire un verre à la santé de quelqu'un. J'évite ce genre de photos pour que l'image qui soit véhiculée me concernant soit professionnelle et neutre,
qui n'est pas sujet à interprétation par rapport à certains faits. Donc là, au niveau des étudiants, c'est vraiment important de leur dire oui, vous avez le droit d'avoir une vie étudiante, oui, vous avez le droit d'avoir une vie privée, mais n'oubliez pas que 80% des recruteurs vont consulter votre profil sur les réseaux sociaux avant de vous rencontrer. Donc ils vont déjà avoir une image de vous. Donc l'image que vous donnez, elle peut se rattraper en entretien. Mais il faut éviter que ce soit quand même trop compromettant. Et 50% des recruteurs changent d'avis au sujet du candidat après avoir consulté ses profils sur les réseaux sociaux. Donc quand je dis soignez votre image, effectivement, c'est pas innocent. Quoi, en tant qu'ancienne chasseuse de tête, vous faites attention quand vous arrivez sur un profil sur les réseaux sociaux professionnels? Alors déjà, ensuite il faut savoir qu'un recruteur, il va consulter beaucoup de profils. Donc il ne va pas prendre une demi-heure pour s'arrêter sur votre profil en se disant il m'a l'air pas mal, oui, peut-être que... Non, il est très factuel et donc il va travailler sur base de mots-clés. Donc il va chercher quelqu'un correspondant à des mots-clés qui peuvent être par exemple communication, graphisme, Photoshop. S'il ne trouve pas ces informations-là sur votre profil, il va partir. Donc effectivement, en tant qu'ancien chasseur de tête, la première chose que je faisais avant d'aller sur les réseaux sociaux, c'est que je définissais avec le client son besoin et je validais avec lui les mots-clés. Parce que ces mots-clés allaient me permettre de pouvoir chasser des profils, consulter des profils et sur base de ces mots-clés dire oui je le contacte ou non je ne le contacte pas. Donc voilà, les mots-clés sont importants, d'où l'importance de communiquer un petit peu, même si on a une expérience professionnelle légère, que ce soit des stages ou des premières expériences, ne pas hésiter à mettre des phrases complètes concernant ce qu'on a fait. Donc on est sur du factuel. Et que pensez-vous des recommandations? Est-ce que vous êtes attentive à qui recommande? Oui. Est-ce que c'est un ancien collaborateur, un ancien patron ou un ancien comment dire, étudiant aussi, voilà, qui était aussi en école avec nous? Est-ce que ça a une importance? Qui recommande? Au-delà de la recommandation? Bien sûr, effectivement, la recommandation, c'est une arme à double tranchant. Et il y a bien un point important dont il faut tenir compte, c'est que la culture américaine, en tout cas la culture outre-Atlantique, donc Canada, États-Unis, n'est pas du tout la même que la culture européenne, notamment en matière de recommandation. Donc quelqu'un peut sur un profil recommander les compétences et expertises sur base d'acquis de communication alors qu'il n'a jamais travaillé avec lui. Mais effectivement, les recommandations écrites, ce sont des points sur lesquels il faut être excessivement strict. Donc quand quelqu'un vous fait une recommandation de complaisance, moi je déconseille vivement de l'accepter. Parce que quand on est sur du réseau social professionnel, on est dans de la relation pro et on n'est pas copains. Donc effectivement, on peut avoir envie d'aider quelqu'un, c'est très louable, mais aider quelqu'un en n'ayant jamais travaillé avec lui, en recommandant ses compétences, je dirais que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc oui, sur les recommandations écrites, je vais aller regarder qui sont les personnes, et si ce sont des étudiants, je vais regarder éventuellement si on précise des travaux de groupe qu'on a pu faire ensemble ou des projets réalisés ensemble. Effectivement, on peut à ce moment-là, lors de l'entretien, dire tiens, je vois que vous avez travaillé avec telle personne sur ce projet, est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Voir si ça correspond à la recommandation qui a pu être faite. Et après, les recommandations qui ont été faites d'anciens employeurs, poser la question en entretien, de dire telle personne vous a recommandé, est-ce que vous m'autorisez à le contacter? Or, certains recruteurs contactent d'entrée de jeu, d'autres posent la question, mais effectivement, il peut y avoir vérification derrière. Ne pas oublier ça, c'est que le recruteur peut tout à fait vérifier derrière la véracité de la recommandation, et donc là, il est essentiel d'être honnête aussi avec ce qu'on met sur son profil. Dans l'exemple du médical, si on se destine à une carrière internationale, on peut regarder quels sont les groupes qui traitent du domaine médical particulier dans lequel on veut avancer, et ça va être l'occasion aussi de pouvoir trouver des personnes qui vont publier de l'information avec qui on va pouvoir interagir. Donc là, ne pas oublier le volet communication. Alors, c'est une association de professionnels à la communication. Par rapport à ce métier-là, ces métiers-là, la com, est-ce que vous avez des conseils? Alors, les conseils, c'est éviter de systématiquement copier ce que quelqu'un met, ça c'est important. Donc même si on n'est pas féru de rédaction,
même si on n'est pas expert dans la communication sur un domaine. Ce qui compte, c'est de pouvoir communiquer en étant soi. Donc, pas hésiter effectivement à travailler sur son image, sur ses valeurs, et effectivement à pouvoir poster de l'information peut-être de façon plus rare, mais qui corresponde à ce qu'on est pour travailler son image. Puisque quand on va publier de l'information, à un certain moment, les gens vont vous identifier. Si moi je me mets à publier de l'information sur la neurochirurgie, alors que j'ai aucune expérience et aucun métier là-dedans, les gens ne vont pas comprendre. Là où j'ai monté ma notoriété, c'est que l'information que je publie est liée aux réseaux sociaux et au monde de la formation, puisque c'est une partie de mon métier. Donc ça m'intéresse effectivement de pouvoir communiquer, partager. On a parlé de la modification du DIF, des nouvelles lois. Effectivement, c'est des points sur lesquels je dois être attentive. Et quelqu'un qui se destine à la communication dans le monde de l'environnement, par exemple, c'est d'aller, sur ces groupes-là, d'aller collecter de l'information, et puis aussi de donner son avis avec sa façon de communiquer à lui. Donc ça peut être par le biais de vidéos comme on le fait maintenant, ça peut être par le biais d'humour, des petits brins d'humour qui marchent assez bien pour l'instant, ça peut être par le biais de phrases inspirantes. Il y a beaucoup de façons de communiquer. Ce qui fonctionne beaucoup à l'heure actuelle sont bien sûr les vidéos, mais également les infographies. Donc là on est dans de l'image avec un peu de texte. On a aussi les tutoriels sur SlideShare, il y a énormément de moyens de communiquer. Ce qui compte, c'est de choisir celui qui vous correspond, parce que vous allez être beaucoup plus confortable avec celui-là, et ensuite de pouvoir le partager et d'attirer du monde par rapport à ça. Ben, je vous en prie.